Une intelligence artificielle qui pense comme vous et moi. Juste de la réflexion pure. C'est exactement ce qu'une équipe de chercheurs vient tout juste de réaliser et ça pourrait bien changer tout ce que nous pensions savoir sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je pense que cette découverte est si importante que même Yann LeCun, donc le directeur scientifique chez Meta AI, qui a toujours été très sceptique sur les capacités des grands modèles de langage, pourrait devoir maintenant revoir sa position par rapport à tout cela. Bonjour à tous, c'est le sujet de la vidéo, et aujourd'hui on va voir 3 choses. D'abord, on va voir comment cette nouvelle recherche, cette nouvelle IA, réfléchit réellement avant de parler, et pourquoi est-ce que c'est si révolutionnaire. Ensuite, on verra pourquoi est-ce que cette approche pourrait vraiment être la pièce manquante vers une IA véritablement intelligente. Puis enfin, les implications très concrètes sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Je vous rappelle juste que si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire pour soutenir la chaîne et vous rester à jour de toutes les innovations récentes en IA, en robotique, en médecine et bien d'autres. Ici, on présente les actus technologiques tous les jours. Allez, on y va, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, je vous le disais, cet article scientifique vient de sortir, démontrant donc comment les grands modèles d'intelligence artificielle peuvent réfléchir en interne avant même de générer le moindre token, qui est ce que nous faisons aujourd'hui. Les tokens, vous pouvez les voir comme les mots ou les lettres que les IA nous donnent lorsqu'ils répondent, ou lorsque nous leur donnons des instructions. Voyez cela comme leur langage, leurs lettres et leurs mots. Bon, vous connaissez probablement déjà le concept de la chaîne de pensée, avec le calcul en temps réel de ces IA-là. Vous savez, ce sont ce que font ces nouveaux modèles pensants que l'on a eu récemment, où vous pouvez lire le monologue interne de chaque IA, donc les IA qui vont réfléchir avant de vous répondre, comme par exemple ChatGPT O1, O3, DeepSeek et d'autres qui vont sortir, qui sont déjà sortis. Je vous avais dit il y a 2 vidéos en arrière, si ma mémoire est bonne, que nous sommes entrés dans un nouveau paradigme, vous savez, où nous n'entraînons plus les modèles d'IA comme nous avions l'habitude de le faire, comme nous le faisions avant. Je vous avais même montré ce schéma-là, qui était très intéressant et très explicite pour expliquer ce concept. Donc oui, avant nous avions des IA qui répondaient au tac, donc on leur posait des questions et ces IA répondaient directement, sans réfléchir. Ensuite, avec l'apparition du modèle ChatGPT O1, cela a changé, c'est-à-dire que les IA réfléchissent maintenant avant de répondre. Donc vous leur posez une question, ils vont réfléchir pendant un moment, vous pouvez voir leur raisonnement, et ils vont vous répondre. Et avec la sortie de DeepSeek, tout cela s'est accéléré et ça a changé complètement le paradigme de la façon dont nous entraînions les IA. C'est pour cela que DeepSeek a fait un si gros bruit. Et maintenant, on a une possible nouvelle approche, donc une approche où la réflexion de ces IA-là se ferait dans l'espace latent, donc à l'intérieur du modèle même, avant même qu'il ne produise le moindre token. Et c'est très différent de la chaîne de pensée que l'on utilise actuellement, que DeepSeek, O1 et O3 utilisent actuellement. Et franchement, ce fait de réfléchir dans l'espace latent, ça a le potentiel de résoudre des problèmes qui ne peuvent pas être décrits uniquement par les mots. Car c'est exactement ce que cela veut dire de réfléchir dans l'espace latent. Ça veut dire de réfléchir en passant outre les mots, donc en passant outre des tokens. C'est un peu ce que nous faisons, nous humains, lorsque nous réfléchissons. En fait, c'est exactement ce que l'on fait, mais ça, je vais vous l'expliquer dans un instant. Car vous allez voir que le parallèle entre la pensée humaine et ce nouveau papier scientifique est assez incroyable et assez fascinant à lire, vous allez voir. Mais juste avant de voir cet article, donc, je veux vous montrer ce que Yann LeCun, donc directeur scientifique dans les laboratoires d'IA de chez Meta, est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'IA, que vous devez connaître, je pense, car c'est un Français, a parlé sur les limites, donc, selon lui, des grands modèles de langage d'IA aujourd'hui. Je le répète, c'est l'un des grands esprits de l'IA et l'une des voix les plus fortes affirmant que les grands modèles de langage donc ne peuvent pas raisonner ni planifier comme les humains à ce jour. Donc je dois être honnête avec vous, ce qu'il dit là c'est en désaccord profond avec ce que disent la plupart des grosses entreprises aujourd'hui d'IA. Mais quand on y réfléchit, c'est très intéressant, donc c'est bien d'avoir les 2 points de vue, donc c'est pour ça que je vous en parle. Il nous dit que cela est dû aux limitations inhérentes à la description des choses uniquement par le langage, le fait que nous ne pouvons pas décrire certaines choses uniquement par le langage, par les mots. Que c'est ce que nous, humains, faisons inconsciemment lorsque nous réfléchissons. On ne réfléchit pas juste à un concept via des mots, mais via un ensemble de données sensorielles. Mais ça, avant de rentrer un peu plus dans les détails, laissez-moi juste vous montrer ce premier extrait d'une interview dans le podcast de Lex Fridman, donc, où il explique exactement cela. Si vous disposez d'un modèle de ce type, vous pouvez l'utiliser pour la planification. Les LLM ne peuvent pas faire ce que nous allons faire maintenant, planifier nos actions
pour atteindre un objectif précis. Il s'agit d'arriver à un résultat spécifique ou d'atteindre un objectif particulier. Vous pouvez donc avoir plusieurs objectifs. Je peux prédire que si j'ai un objet comme celui-ci et que j'ouvre ma main, il va tomber. Si je le pousse avec une certaine force sur la table, il va bouger. Mais si je pousse la table elle-même avec la même force, elle ne bougera probablement pas. Nous avons ce modèle interne du monde dans notre esprit, qui nous permet de planifier des séquences d'actions pour atteindre un objectif précis. Donc vous voyez, en gros, ce qu'il dit, c'est que pour avoir un véritable modèle de raisonnement par IA, des modèles qui pourraient réellement comprendre le monde qui nous entoure, nous avons besoin de plus que ce simple langage peut décrire. Et bien sûr, Yann LeCun, il a ses propres idées sur ce qu'il faudra, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, et peut-être que j'en ferai une vidéo dédiée si cela vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, son argument, c'est que les modèles de langage seuls ne suffisent pas, donc, pour atteindre une véritable planification et un véritable raisonnement tel que nous l'entendons par intelligence. Petite remarque, gardez juste à l'esprit que son interview ici a été enregistrée avant tout le phénomène des modèles pensants, en tout cas avant qu'il ne devienne grand public. Car bien sûr, je pense qu'il connaissait probablement déjà ces modèles-là pensants en off, donc le calcul en temps réel, la chaîne de pensée, etc. Il connaissait probablement tout ça, puisque ça a été l'objet de recherche depuis un petit moment déjà, mais malgré ça, il pense que ce n'est pas suffisant. Je tiens à en faire une petite remarque. Pour moi, quand je regarde la chaîne de pensée, quand je regarde comment cela fonctionne, quand je regarde les papiers scientifiques, quand je vois les étapes de raisonnement réel qu'un modèle suit avant de donner le premier résultat, donc, eh bien, il faut que je vous avoue que c'est quand même assez convaincant. Mais lui, donc, Yann LeCun n'est pas convaincu. Laissez-moi juste vous montrer cet extrait suivant également. Nous sommes trompés par leur fluidité. Nous supposons qu'un système fluide en manipulation du langage possède toutes les caractéristiques de l'intelligence humaine. Mais cette impression est fausse. Nous nous laissons vraiment tromper par cela. Et donc, pour reprendre son avis, il le dit clairement, nous nous laissons tromper par le fait que ces modèles d'IA sont incroyablement doués pour manipuler le langage, pour nous dire ce que nous voulons savoir, mais que cela en soi ne suffit pas pour un véritable raisonnement, une vraie logique. Mais encore une fois, je reviens au fait de pouvoir réellement lire la chaîne de pensée qu'a eu l'IA et voir vraiment le schéma de raisonnement qu'il a eu. Alors bien sûr, il y a une chance que ici il ait raison, que la chaîne de pensée n'est vraiment qu'une manipulation du langage. Alors qui sait, c'est possible, mais je pencherai plutôt pour l'autre option quand même. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je voulais vraiment vous donner les deux points de vue, que vous puissiez vous faire votre propre avis. Juste, laissez-moi vous montrer un dernier extrait de cette interview et ensuite nous pourrons nous plonger dans l'article qui est assez passionnant, vous allez voir. Il existe de nombreuses preuves que nous ne pourrons pas obtenir de bonnes représentations du monde réel en utilisant un modèle génératif. Je le dis à tout le monde, on ne parle que d'IA générative. Si vous vous intéressez vraiment à l'IA de niveau humain, abandonnez l'idée de l'IA générative. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Honnêtement, il est assez minoritaire dans sa façon de penser. Je l'ai dit tout à l'heure, mais toutes les grandes entreprises d'IA croient évidemment que nous allons pouvoir atteindre l'AGI et même l'ASI, donc un véritable raisonnement, une véritable logique, une véritable intelligence, une véritable représentation du monde réel en utilisant uniquement des modèles de langage par IA. Bon, maintenant, laissez-moi vous montrer cet article parce que ça pourrait être exactement ce dont il parlait, le chaînon manquant à l'IA. Voici l'article « Développer le calcul en temps réel avec le raisonnement latent ». Une approche de profondeur récurrente. Ce que les auteurs de cet article ont découvert, c'est que l'on peut avoir un modèle qui réfléchit dans l'espace latent, donc à l'intérieur même du modèle, avant de produire la première parole, avant de produire le premier mot, avant de produire le premier token. En fait, ce type d'architecture permet au modèle de penser et d'augmenter cette réflexion en interne. Et je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne et comment ils l'ont découvert. Donc dans l'abstract, dans le résumé, dans la première partie, on peut y lire la chose suivante. Cette nouvelle architecture de modèle de langage est capable d'augmenter le calcul en temps réel en raisonnant implicitement dans l'espace latent. Notre modèle fonctionne en itérant
un bloc récurrent se déployant ainsi à une profondeur arbitraire au moment du test. Ils ont donc ce bloc caché à l'intérieur du modèle qui peut réfléchir infiniment et aller plus en profondeur jusqu'à ce qu'il arrive à une réponse finale. Et tout cela se passe au moment du test, c'est la partie importante. C'est différent des modèles de raisonnement classiques donc qui augmentent leur calcul, la puissance de leur réponse en produisant plus de tokens. Quand un modèle raisonnant réfléchit aujourd'hui, en fait, quand vous voyez la chaîne de pensée, c'est tout simplement plus de tokens qu'il produit. C'est comme s'il se parlait à lui-même en fait pour arriver à une déduction. Donc forcément, ça produit plus de mots. Ça, nous, quand on réfléchit, on ne le fait pas, mais je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Donc oui, la vague de modèles pensants actuels ne font que ça. C'est littéralement juste produire des tokens, se corriger, réfléchir sur ces tokens, etc. et itérer. Et en fait, c'est là où le nombre de tokens produits dans ces nouveaux modèles pensants que nous avons récemment est beaucoup plus important que dans les modèles non pensants que nous avions il y a peu, que nous avions les derniers mois. Donc on a augmenté l'intelligence, mais on a augmenté également le nombre de tokens produits lors de la réflexion, lors de la réponse. Et c'est là où DeepSeek avait été révolutionnaire, c'est qu'il avait réduit ce coût-là de production de tokens de manière exponentielle. Et c'est justement ce qui a débloqué le fait que nous puissions maintenant faire des modèles pensants, car avant ça coûtait beaucoup trop cher. Maintenant, c'est enfin abordable. Et c'est pour ça qu'on en parle depuis des semaines déjà. Donc il y a beaucoup d'avantages à cette nouvelle méthode d'entraînement-là, cette méthode de réflexion. Mais les modèles pensants d'aujourd'hui, actuels, nécessitent quand même des fenêtres de contexte gigantesques. Mais donc dans ce nouveau papier, ils nous disent que leur IA ne nécessite pas de données d'entraînement spécialisées. Je vais vous expliquer ce que ça signifie dans un instant, mais en gros ils disent vous n'avez pas besoin d'énormes fenêtres de contexte. En gros, c'est-à-dire des explications énormes sur comment doit se comporter le modèle, ce que l'on fait aujourd'hui. Et le plus important, le plus intéressant, c'est que cette IA, cette nouvelle méthode, elle peut capturer différents types de raisonnements qui ne sont pas facilement représentables uniquement avec des mots, et c'est là toute la puissance de ce concept. Et encore une fois, en référence à l'argument principal donc, de Yann LeCun contre les modèles de langage actuels, aujourd'hui on ne peut pas représenter complètement le monde réel en utilisant simplement des mots, et c'est ce que résout ce papier-là. En tout cas, c'est peut-être la solution. Ils disent qu'ils ont créé un prototype de modèle de 3,5 milliards de paramètres, un tout petit modèle donc, qui montre certaines de ces techniques en action. Alors prenons un peu de recul et parlons de comment tout cela fonctionne. Et c'est donc là que je voulais vous parler de comment fonctionne la pensée humaine. Donc voilà, il faut que vous sachiez que nous avons une quantité importante de réflexion qui se produit donc à travers des schémas de réflexion complexes et récurrents dans le cerveau avant que le premier mot ne soit prononcé, avant que nous prononcions le premier mot. Maintenant, quand on pense à la méthode donc, de la chaîne de pensée actuelle, eh bien, elle se produit immédiatement. Même avec la chaîne de pensée, donc, la réflexion se fait avec la production. Pour mettre cela en parallèle avec l'humain, c'est comme si vous pensez à voix haute, que vous devez dire ces mots à voix haute, ou que vous devez les penser en fait dans votre esprit, et que vous fassiez cette chaîne de raisonnement dans votre esprit avant de répondre. Donc vous avez toujours le langage comme première étape du processus de réflexion. Mais ça, ce n'est pas comme cela que réfléchit un être humain. Lorsqu'on vous pose une question, vous ne répondez pas à voix haute sur tout un schéma de raisonnement. Vous n'êtes pas là à vous dire « alors il faut que je fasse ci, pour répondre à la question de lui, il faut que je lui dise ci, il faut que je réfléchisse à cela, je vais mettre en parallèle avec cette idée-là, je vais lui répondre... » Bon, vous voyez, vous ne réfléchissez pas à ça du tout. J'ai pas envie de dire que c'est de l'intuition, car ça, nous ne savons pas ce que c'est à ce jour. Mais en gros, lorsqu'on vous pose une question et que vous y réfléchissez dans votre tête, vous ne faites pas de raisonnement comme ça, vous répondez juste. En fait, vous pouvez conceptualiser différents sujets, différentes situations, sans vraiment dire un seul mot dans votre tête ou sans verbaliser aucun de ces mots, aucun de ces concepts. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux personnes qui n'ont pas de monologue intérieur. À votre avis, comment est-ce qu'elles pensent ? Eh bien, ces personnes-là, ces cas qui ont été répertoriés, elles peuvent penser. Elles n'utilisent aucun langage et elles peuvent répondre à vos questions. Donc c'est essentiellement comme ça que raisonne l'être humain. Eh bien en fait, à part vous dire que nous conceptualisons les choses, que nous raisonnons par concept, eh bien nous n'en savons pas non plus énormément sur la façon donc dont nous raisonnons, si ce n'est par concept. C'est donc là qu'il est dit plus récemment, on a exploré des moyens d'améliorer la capacité de raisonnement des modèles en augmentant le calcul en temps réel. Donc ce sont les modèles que je vous disais O1 et DeepSeek. L'approche dominante implique un post-entraînement sur de longs exemples de chaînes de pensée pour développer la capacité du modèle à verbaliser des calculs immédiats dans sa fenêtre de contexte et ainsi extérioriser ses pensées. Et c'est un très bon mot utilisé ici, c'est exactement ce qu'il se passe. Ils extériorisent leurs pensées uniquement avec des mots.
C'est donc une simplification assez importante de la manière de penser. Alors je vais faire un parallèle, c'est juste une métaphore, ne le prenez pas au mot. Je sais que certaines le feront, mais bon, peu importe. C'est comme si nous réfléchissions en 4 dimensions et que là, en fait, on simplifiait cette réflexion en 3 dimensions. Et c'est ce que font les modèles d'IA, en fait. C'est comme si vous prenez un hypercube et que vous en extrayiez un cube et que vous utilisiez ce cube. En fait, on a perdu beaucoup de degrés d'un passage à l'autre, on a perdu beaucoup de concepts, on a perdu beaucoup de complexité. Donc en fait, la manière dont raisonnent les IA aujourd'hui n'est qu'une approximation de la manière dont nous raisonnons vraiment. On peut imaginer que nous raisonnons avec beaucoup plus de dimensions que le fait aujourd'hui une IA. Ici, les IA donc raisonnent avec une seule composante alors que nous en avons 3 par exemple. Et bien sûr, tout ça, c'est métaphorique pour que vous compreniez le concept, ce que j'essaye d'expliquer ici. Mais en gros, l'idée est là. Pour vous, si vous avez fait des mathématiques ou de la physique, voyez cela exactement comme ça. Les modèles d'IA raisonnent aujourd'hui avec une seule composante alors que la vraie réflexion en comporte plusieurs. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui me perturbe un peu quand je pense à l'équipe des doctorants de Berkeley. Donc, vous le savez, j'en avais fait une vidéo, on réussit à obtenir un comportement pensant dans un modèle pour seulement 30$. Ils n'avaient pas un tas d'exemples de réflexion. D'ailleurs, en parlant d'apprentissage accessible, je voulais faire une toute petite parenthèse pour vous parler de quelque chose d'important. Je reçois énormément de messages de personnes qui veulent se lancer dans l'IA, mais ne savent pas vraiment par où commencer. C'est pour ça que j'ai créé une formation complète qui a déjà aidé plus de 500 personnes à maîtriser ces concepts-là de l'IA. Et les retours sont assez incroyables. D'autre part, j'ai voulu la rendre vraiment accessible à tous. D'abord, c'est une formation où on prend tous les concepts. Le concept de la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu compliqué, mais on reprend toutes les bases, donc vous apprenez l'IA à partir de 0 et on va crescendo comme ça jusqu'à des concepts comme vous pouvez les voir ici. Et d'autre part, je ne voulais pas de ces formations-là à plusieurs milliers d'euros, ni même centaines d'euros. Je voulais vraiment la rendre le plus accessible possible à tous, car mon but c'est de rendre accessible l'IA à tout le monde. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Et franchement, vu la vitesse à laquelle l'IA évolue, eh bien sachez que c'est le moment ou jamais de s'y mettre. Mais revenons à notre sujet principal, donc pour revenir à l'équipe de Berkeley, ils ont utilisé l'apprentissage par renforcement avec récompense vérifiable, ce qui ne nécessite pas beaucoup d'exemples de réflexion ici. Alors peut-être que cet article a été écrit avant cet exemple, et je pense personnellement qu'il est plausible que ces modèles en fait pourraient être plus compétents s'ils étaient capables de penser nativement dans leur espace latent continu. Ce que dit ce modèle-là donc. Ici, les modèles réfléchiraient sans produire aucun token, ça serait un peu comme nous le faisons si vous avez compris l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, sur la manière dont nous raisonnons. Donc voilà, encore une fois, ce papier résume bien cela. Une pensée interne, pas de langage, juste la capacité de réfléchir à un problème avant que son premier token, son premier mot, son premier langage ne sorte. Et en faisant cela, ils ont rendu les IA beaucoup plus efficaces. Regardez, parlons de certains avantages. On peut y lire 3 choses. Les couches récurrentes permettent à un modèle transformer d'effectuer un nombre arbitraire de calculs avant d'émettre un token. Et le raisonnement latent ne nécessite pas la construction de données d'entraînement sur mesure. Je viens d'en parler. Traditionnellement, pour faire un modèle de langage pensant, vous avez besoin de beaucoup d'exemples sur comment penser, mais nous avons déjà vu des exemples plus modestes d'apprentissage par renforcement qui amènent un modèle à commencer à penser un petit peu, sans lui enseigner explicitement comment penser. Mais ce qu'ils disent ici, c'est différent. On ne sait pas si ça va pouvoir être mis à l'échelle, mais on a déjà vu plusieurs exemples qui nous montrent que oui, c'est possible. On continue en lisant. Les modèles de raisonnement latent nécessitent moins de mémoire pour l'entraînement et l'inférence que les modèles de raisonnement en chaîne de pensée. Et alors ça, c'est parce que la chaîne de pensée, dans les modèles pensants traditionnels, utilise beaucoup de tokens, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis il continue comme ça et comme ça. Maintenant, avec les grands modèles de langage traditionnels, en fait, il va plus s'agir de mémoriser l'information et la capacité à généraliser au-delà des données d'entraînement. Et c'est en fait là qu'il y a un débat dans la communauté. Beaucoup de gens disent que les modèles ne peuvent pas généraliser en dehors de leurs données d'entraînement. Ce qui signifierait que ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle générale. Par contre, avec cette nouvelle technique-là, eh bien, il pourrait en être capable. Bon, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, elle commence à être un petit peu longue, donc on va finir en regardant quelques exemples et voir comment ça fonctionne. Donc regardez, il nous donne ici un exemple, au moment du test, au moment de lui demander quelque chose. Vous avez l'entrée ici, hello, donc bonjour, puis vous avez le bloc récurrent, c'est l'étape itérative, et elle peut continuer indéfiniment, où il pense et il pense encore à ce qu'il faut faire ensuite.
que dois-je mettre ensuite, etc. Et finalement, vous obtenez la sortie réelle, donc qui est ici world, monde, parce que le résultat final c'est hello world. Maintenant, ces blocs verts sont la partie pensante du modèle. Et ça, c'est là en fait où ça se produit avant qu'un seul token ne soit produit. Vous pouvez voir que c'est world, le premier token étant produit, et toute la réflexion en fait se produit avant cela, sans avoir produit aucun token avant, donc sans avoir utilisé le langage pour réfléchir. Il a donc réfléchi dans son espace latent, un peu comme nous le faisons nous. Et laissez-moi vous montrer la preuve de que ça fonctionne réellement. Regardez ce graphique, ce que nous voyons ici sur l'axe Y, c'est la performance, alors pensez-y comme la qualité de la sortie. Et sur l'axe X, nous avons la récurrence au moment du test, qui est essentiellement la quantité de réflexion qu'il fait au moment du test, avant qu'aucun token ne soit produit. Et vous pouvez voir sur les différentes évaluations que nous avons au fur et à mesure qu'il pense, 4, 8, 16, 32, 64, et la performance continue d'augmenter avec le temps de réflexion. Donc c'est une preuve qu'il réfléchit à l'intérieur du modèle, à l'intérieur de lui-même, sans générer aucun token. Et voici autre chose très intéressante, il peut en fait décider de la quantité de calcul à utiliser en fonction de la tâche à accomplir. Donc tout comme la chaîne de pensée le fait, il peut penser plus longtemps ou plus brièvement en fonction de ce qu'on lui demande. Et c'est en fait une très bonne façon d'optimiser l'efficacité, si vous voulez mon avis. Ce que nous voyons ici dans la figure 10, de gauche à droite, nous avons donc les maths du lycée, la philosophie, les erreurs de logique et les scénarios moraux. Donc pour les maths de niveau lycée, sur l'axe X, nous avons la quantité de calcul utilisée, la quantité de calcul. Et sur l'axe Y, ce que nous voyons, c'est la fréquence à laquelle le modèle a besoin d'autant d'étapes pour arriver à la bonne réponse. Et donc nous voyons ici que pour les maths du lycée, il n'a pas besoin de beaucoup d'étapes pour répondre, il arrive à une très bonne réponse assez rapidement. Pour la philosophie, il commence à avoir besoin d'un peu plus d'étapes. Pour les erreurs de logique, il en a besoin de plus, là pour le coup. Et pour les scénarios moraux, étonnamment, il en a besoin encore plus. Donc en fait, pour les tâches simples, comme les maths de niveau lycée par exemple, il n'a pas besoin de beaucoup de réflexion. Et plus on complique la chose, et a priori, ce serait les scénarios moraux en fait, qui demanderaient le plus de réflexion. C'est exactement ce que vous feriez en tant qu'être humain quand vous réfléchissez à un problème. Si c'est un problème plus simple, eh bien vous ne réfléchissez pas aussi longtemps que si c'est un problème plus compliqué. Bon, je sais pas quelle durée fait la vidéo, mais je pense que j'ai beaucoup parlé. En tout cas, j'ai trouvé ça fascinant de vous partager ça. C'est une preuve de concept. Et vous pouvez même télécharger ce modèle-là si vous y connaissez un petit peu, si vous voulez y jouer dessus. Vous pouvez l'essayer vous-même. Mais je voulais vraiment vous partager ce papier qui peut-être va changer pas mal de choses, de la même façon que le papier de DeepSeek avait changé pas mal de choses. Qui sait, on verra si dans les prochains jours, ça fait un gros boom comme ça avait fait pour DeepSeek. En tout cas, moi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que vraiment, encore une fois, je trouve tous ces articles fascinants. Si vous avez aimé la vidéo et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like à la vidéo pour soutenir la croissance de la chaîne et moi me pousser à faire encore plus de ce genre de vidéos techniques pour vous. Et je vous rappelle très rapidement que pour apprendre l'IA, c'est maintenant, il n'y a pas de meilleur moment. Vous trouverez tous les liens de la formation en description ou en commentaire épinglé sous la vidéo. Encore une fois, c'est accessible à tous. On commence tranquillement par les bases des concepts très faciles à comprendre et on monte comme ça crescendo. Car mon but, c'est de vous apprendre l'IA dans sa globalité, dans sa totalité. Et surtout aussi que vous puissiez utiliser différents outils d'IA dans votre vie de tous les jours de façon très concrète. Donc je vous apprends des outils que vous allez pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours et des concepts avancés comme ceci. Allez, donc merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude et on se voit très vite, c'est-à-dire demain pour la prochaine vidéo. À bientôt. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.